Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Cher Antoine Georges, la physique de la matière condensée cherche à comprendre la structure et les propriétés de la matière qui se présentent à nous sous de multiples formes organisées, solides cristallins, cristaux liquides, verres ou encore mousses et gels. Le but de la recherche dans ce domaine est de savoir comment les particules constituant ces matériaux, dont il est impossible de suivre les destins individuels, s'organisent pour engendrer des phénomènes d'ensemble. Changements d'état comme la solidification ou la fusion, la propagation d'ondes sonores, le transport de courants électriques. Comprendre les propriétés de la matière condensée nécessite d'aller au-delà d'une simple approche réductionniste qui consisterait à combiner les effets des interactions élémentaires entre atomes pour interpréter les structures et élucider les phénomènes. Comprendre le fonctionnement des briques de base de la matière est une première étape nécessaire, mais elle doit être suivie de l'étude des assemblages de niveau supérieur. Savoir que l'atome carbone est le constituant du diamant et du graphite n'explique pas pourquoi l'un est transparent et l'autre noir. C'est que les phénomènes dont nous parlons sont le théâtre de comportements collectifs des atomes et des électrons. Ainsi, dans certains matériaux, le mouvement de chaque électron est fortement corrélé à celui des autres, ce qui peut leur donner des propriétés tout à fait remarquables. La recherche dans ce domaine est complexe. Elle nécessite une approche théorique qui se trouve à la confluence de plusieurs sciences en pleine expansion. Physique fondamentale, chimie des matériaux, optique quantique et nanosciences. Elle requiert un théoricien proche des expérimentateurs et ayant le souci des applications pratiques de cette science. C'est cette recherche qui vous passionne, cher Antoine Georges. À l'issue de votre diplôme d'ingénieur à l'École polytechnique, vous décidez de vous consacrer à la recherche dans le laboratoire de physique théorique à l'École normale supérieure. Vous y passerez près de 20 ans en abordant dès 1990 la physique des systèmes corrélés. Puis, en 2003, vous créez une équipe de recherche sur la physique des matériaux à forte corrélation quantique dans le Centre de physique théorique de l'École polytechnique. Vous dirigez le département de physique de cette école depuis 2006. Vous êtes d'abord un théoricien. Vous avez développé de nouvelles méthodes de calcul et proposé des concepts pour décrypter les mystères des supraconducteurs des oxydes de cuivre à très haute température. Vous êtes l'un des co-inventeurs de l'approche théorique de ce qu'on appelle le champ, ou de ce que vous avez appelé le champ moyen dynamique, qui a apporté une véritable révolution dans l'étude des milieux condensés fortement corrélés. Cette découverte vous a valu de recevoir avec vos collègues le Condensed Matter Europhysics Prize de la Société européenne de physique. Vos travaux s'effectuent sur les électrons dans les solides naturels, mais aussi dans les solides artificiels faits de lumière et d'atomes qui peuvent être créés grâce au progrès de l'optique quantique des atomes froids. Dans une interview récente au journal du CNRS, vous décriviez votre personnage comme un électron libre durant vos années de thèse à l'école normale. Nous sommes heureux d'accueillir cet électron au sein du collège et nous souhaitons que l'animation que vous créerez dans cette chaire auprès de vos chercheurs et de vos auditeurs soit elle aussi fortement corrélée à votre savoir, votre imagination et vos découvertes.
Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, d'autres l'ont dit ici, avant moi et bien mieux que moi, une leçon inaugurale est un rite de passage et d'initiation. Je suis très sensible à l'honneur que vous me faites, mes chers et chers collègues, en m'accueillant dans cette maison. Et puisque c'est la maison des savoirs en train de se construire, de la recherche en train de se faire, je voudrais au moins tenter d'éviter de donner à cette leçon un tour trop magistral. C'est donc plutôt, comme on écoute un récit de voyage, que j'aimerais que vous m'écoutiez ce soir. Un voyage qui, partant de l'extraordinaire diversité des formes organisées que prend la matière à l'échelle macroscopique, nous conduira jusqu'à ses constituants intimes à l'échelle de l'atome. Nous effectuerons, vous le verrez, de fréquents allers-retours entre ces deux points de vue. C'est aussi un voyage marqué par le plaisir du dépaysement linguistique pour son narrateur, puisque le français est aujourd'hui pour les physiciens comme pour d'autres scientifiques une langue rare et en somme exotique. C'est par un émerveillement que commence ce voyage, émerveillement devant la diversité des matériaux que la nature nous présente ou que chimistes et physiciens parviennent à créer. Voici une représentation d'artiste d'un atome de carbone, avec ses 6 électrons gravitant autour du noyau. C'est l'un des atomes les plus simples qui soit, mais aussi l'un des éléments les plus essentiels au monde vivant. Et voici 2 édifices cristallins que peuvent former un grand nombre d'atomes de carbone lorsqu'ils se combinent entre eux. Cette architecture tridimensionnelle à gauche, c'est celle du diamant, et cette structure, constituée d'un empilement de feuillets bidimensionnels, c'est celle du graphite. Quelle étonnante différence entre les propriétés physiques de ces 2 structures, pourtant toutes 2 constituées d'un seul et même élément. Le diamant, transparent, d'une extrême dureté, bon isolant électrique, le graphite, composé lamellaire friable de couleur noire, c'est pour ça qu'on en fait des mines de crayon, et presque métallique. Et le carbone peut former des structures plus remarquables encore, découvertes ou synthétisées bien plus récemment. Ces grandes molécules, par exemple, que vous voyez ici, les fameux Buckminster-Fullerene, ainsi nommés en hommage à l'architecte Buckminster-Fuller, inventeur des dômes géodésiques. Celle de gauche comporte 60 atomes de carbone et a la forme, comme vous le voyez ici, d'un ballon de football. Ces petits tubes, très fins et très longs, leur diamètre n'est que de quelques nanomètres, c'est-à-dire de l'ordre d'un millionième de millimètre. Les fameux nanotubes de carbone. Ils sont obtenus par enroulement sur lui-même d'un feuillet unique d'atomes de carbone. Et il y a 5 ans, Geim et Novoselov sont même parvenus à isoler un feuillet unique de ce type, formé d'un seul plan d'atomes de carbone, organisé selon un réseau en nid d'abeilles. C'est le graphène qui fait l'objet de tant de travaux aujourd'hui. Et encore, tous ces exemples ne sont-ils que des matériaux formés d'une seule espèce d'atome? Quel immense terrain de jeu s'offre alors à nous si on considère les innombrables combinaisons qu'offre le tableau périodique de Mendeleïev, que vous voyez là avec tous ces éléments. En témoigne cet oxyde, à gauche, composé de 4 atomes différents, le cuivre, l'oxygène et le lantane ou le strontium, qui peuvent occuper les mêmes sites. C'est un oxyde qui a la propriété remarquable de devenir supraconducteur au-dessous d'une certaine température. Supraconducteur, cela veut dire qu'il peut transporter un courant électrique sans aucune résistance, sans dissipation. Ou cet autre oxyde, ici, à droite, un oxyde de cobalt, qui est essentiel aux batteries de nos téléphones et ordinateurs portables, et où de petits ions alcalins de lithium circulent entre des feuillets d'oxyde de cobalt. Et il n'y a pas que le cristal parfait, cet édifice qui en quelque sorte relève plus de la matière telle qu'elle devrait être que de la matière telle qu'elle est. La matière organisée, celle que la nature nous présente ou celle qui naît dans le laboratoire des chimistes, adopte des formes d'une extraordinaire diversité. Ici, vous voyez un gel, une mousse, une représentation schématique d'un cristal liquide. Bien d'autres architectures existent encore, comme ne cesse de me le rappeler mon collègue Jacques Livage, en souriant du goût des physiciens du solide pour les matériaux trop simples. Le terme de physique des solides
s'est en définitive révélé trop étriqué pour embrasser toutes ces formes. C'est celui de physique de la matière condensée qui s'est imposé au début des années 70 pour désigner le domaine de la physique qui étudie la structure et les propriétés des formes organisées de la matière. Si j'ai souhaité conserver ce terme comme intitulé de la chaire inaugurée aujourd'hui, c'est bien pour marquer mon intérêt pour cette extraordinaire variété de formes. Bien entendu, mes recherches actuelles ne concernent qu'un très petit nombre d'entre elles. Mais j'espère, au cours des années, pouvoir aborder dans cet enseignement d'autres régions de ce vaste territoire. Mais ce choix d'intitulé est aussi et surtout une forme d'hommage. Il reprend en effet celui de la chaire de Pierre-Gilles de Gennes, esprit pionnier qui nous a malheureusement quittés trop tôt, grand défricheur des territoires de la matière molle, alors tout à fait inconnu des physiciens. C'est en quelque sorte enveloppé de son ombre tutélaire et si impressionnante que je commence cet enseignement. C'est aussi accompagné d'un autre très grand physicien de la matière condensée, Philippe Nozière, qui me fait l'amitié d'être présent ici aujourd'hui pour, dans ses propres termes, me tenir la main. Oui, cher Philippe, j'ai autant le trac que toi, lorsqu'ici même, le 16 décembre 1983, alors que c'était toi qui occupais cette tribune et que, jeune étudiant perdu dans la foule, je t'écoutais. En inaugurant cette chaire, j'ai ainsi le sentiment de reprendre le fil de ces discours à peine un instant suspendus. C'est une immense responsabilité, j'essaierai d'en être à la hauteur et de faire de cette chaire, bien plus que la voix d'un individu, une tribune où peut s'exprimer et se faire mieux connaître tout un domaine de recherche. Cette évocation de l'architecture des matériaux serait tout à fait incomplète sans aborder les matériaux artificiels que les progrès de la technologie permettent aux physiciens d'aujourd'hui d'élaborer et de structurer, pratiquement atome par atome. L'épitaxie par jet moléculaire, par exemple, permet l'élaboration de sandwichs, comme celui que vous voyez là, constitués de matériaux différents, ayant parfois l'épaisseur d'une seule couche atomique. C'est ce type de matériaux élaborés par épitaxie qui ont permis, par exemple, à Albert Fert et Peter Grünberg de découvrir le phénomène de magnétorésistance géante, la célèbre GMR, qui a ouvert la porte à un nouveau domaine de la physique et de la technologie, la spintronique. Les physiciens d'aujourd'hui savent aussi sculpter les matériaux en utilisant des techniques de gravure et de lithographie à des échelles qui s'expriment en nanomètres. Voici un petit pont suspendu d'aluminium qui permet d'étudier la conduction électronique à travers un contact à son extrémité formé d'un atome unique. Voici ici un petit fil d'aluminium, long de 5 micromètres, mais dont le diamètre n'est que de quelques dizaines de nanomètres. Ces dispositifs permettent d'étudier le transport électronique sur des échelles de distance qui sont intermédiaires entre celles de l'atome unique et celles de notre monde macroscopique. C'est le domaine de la physique mésoscopique, qui, dans cette maison, est celui de mon collègue Michel Devoret. Ces belles images montrent d'ailleurs des dispositifs réalisés dans le groupe de Quantronic, fondé au CEA Saclay par Michel, Daniel Estève et Christian Urbina. Comment pénétrer au cœur de tous ces matériaux pour en comprendre la structure et les propriétés? C'est l'invention d'instruments et de techniques expérimentales toujours plus sophistiquées qui le permet. Certaines sont de véritables prouesses de technologie. Pour prendre juste un exemple parmi les plus spectaculaires, regardons cette image qui, de loin, ressemble simplement à une sorte de boîte à œufs colorée. En réalité, il s'agit de la visualisation en fausse couleur de la surface d'un cristal de nickel obtenu par microscopie à effet tunnel. Chacune des collines que vous voyez ici correspond au nuage électronique entourant l'un des atomes uniques de la surface. Un tel microscope permet donc de visualiser individuellement les atomes d'un matériau. Il fonctionne un peu sur le principe d'un gramophone, mais d'un gramophone à l'échelle atomique. L'idée est de faire transiter des électrons entre une pointe extrêmement fine et la surface du matériau à étudier, de manière à réaliser une sorte de relevé topographique de la surface avec une résolution qui est celle de l'atome. Comme vous l'aurez déjà compris à travers les exemples que je viens d'évoquer, ce domaine de la physique de la matière condensée n'est jamais très loin des enjeux technologiques. L'invention de matériaux nouveaux et l'utilisation ingénieuse de leurs propriétés spécifiques est évidemment un des principaux ressorts de l'innovation, sinon le principal, de l'âge du fer
jusqu'à notre âge du silicium. Souvent, ces technologies résultent de l'exploration, parfois très en amont, de questions de sciences très fondamentales. Il n'y aurait pas de transistor et donc pas de révolution de l'électronique et du numérique sans la mécanique quantique. Et les techniques modernes d'imagerie médicale, par résonance magnétique nucléaire, n'existeraient pas sans les travaux fondamentaux sur la résonance magnétique dans les matériaux ou sans la découverte des matériaux supraconducteurs permettant de créer les champs magnétiques intenses qu'elles nécessitent. N'est-il pas merveilleux de penser que ce THOR que vous voyez ici, qui est à l'entrée de cet appareil d'imagerie par RMN, est chargé en courant électrique une fois pour toutes lors de sa fabrication à l'usine, et que ce courant peut y tourner sans dissipation pendant des mois, voire des années, du moins tant que le refroidissement du matériau est assuré. Ce ne sont là que 2 exemples parmi une myriade d'autres. La physique de la matière condensée est à l'évidence l'un des domaines de la science qui montre bien à quel point il est absurde d'opposer fondamental et appliqué, qu'il y a en réalité une synergie dans cette construction collective qu'est la science et la technologie entre comprendre et innover. La physique de la matière condensée est un domaine qui est à la fois fondamental et appliqué. J'envie et j'admire ceux de mes collègues qui ont assez de talent pour conjuguer ces 2 aspects dans leur activité de recherche, ce qui n'est pas mon cas. Cette synergie, dans ce domaine comme dans tous les domaines scientifiques, est à double sens, des applications nouvelles résultant de découvertes scientifiques fondamentales et de nouveaux problèmes scientifiques émergents de défis technologiques. Voilà un message qu'à mon avis, il ne faut cesser de répéter, que ce soit à l'adresse des décideurs politiques, à l'adresse des investisseurs et des industriels, à celle des élèves des écoles d'ingénieurs françaises, écoles qui pourraient être encore bien plus qu'elles ne le sont aujourd'hui, le lieu par excellence où mettre en pratique cette synergie. Pour cela, il faut y faire plus de recherche, y enseigner plus de sciences vivantes et plonger les élèves au cœur des laboratoires. Mais c'est aussi un message qu'il faut répéter aux jeunes scientifiques qui auraient la tentation de s'isoler dans la posture un peu arrogante de celui qui fait des sciences pures, mot horrible et auquel je préfère de loin le métissage qu'impose la fréquentation des matériaux complexes. Peut-être êtes-vous étonné qu'un physicien théoricien comme moi passe autant de temps pour commencer cette leçon à parler du travail des chimistes et des physiciens expérimentateurs qui élaborent de nouveaux matériaux et inventent de nouveaux instruments pour les explorer, ou même à parler des applications de ces matériaux. Mais je le dis ici, avec beaucoup de simplicité et beaucoup de conviction, les 2 forces motrices qui entraînent mon domaine de recherche et en font la vitalité, ce sont bien la découverte des matériaux nouveaux d'une part, souvent avec des motivations technologiques en filigrane, et leur exploration expérimentale d'autre part. Les théoriciens, comme moi, sont un peu en marge de l'action, parvenant quelquefois à mettre un peu d'ordre dans le foisonnement des observations, mais plus souvent encore en ajoutant à la confusion ambiante, histoire de rendre les choses plus drôles. Mon rêve, pour cet enseignement au collège, serait ainsi d'arriver à réunir ensemble quelques chimistes, physiciens expérimentateurs, physiciens théoriciens, et de faire de ce cours, aussi souvent qu'il est possible, une sorte de forum où soient abordées les questions les plus actuelles sous le regard croisé de ces cultures scientifiques différentes. De ces regards croisés naissent d'ailleurs parfois des nouveautés surprenantes et merveilleuses, dans une vraie rencontre entre disciplines. C'est ainsi que depuis quelques années, nous avons la chance de voir naître un nouveau domaine de recherche, à la frontière de l'optique quantique et de la physique de la matière condensée. Les méthodes de ralentissement des atomes par laser, dont Claude Cahen-Tanucci, ici même, et à l'École normale, a été un des pionniers, permettent de refroidir un gaz d'atome jusqu'à une température extraordinairement basse, aujourd'hui de l'ordre du nano-Kelvin, 10-9 Kelvin. Ralentir, en effet, c'est refroidir. À ces températures, les effets quantiques se font sentir. Les atomes du gaz se comportent plus comme des ondes que comme des particules. De plus, en combinant entre eux des faisceaux laser, comme vous le voyez ici, pour créer un système d'ondes stationnaire, on peut piéger ces atomes dans une structure périodique, représentée là, et vous voyez qu'elle ressemble beaucoup à la boîte à œufs que nous avions tout à l'heure. Cette fois, il s'agit d'un réseau optique. C'est une sorte de cristal d'atomes et de lumière, qui est un analogue des solides cristallins du chimiste. Les atomes froids y jouent le rôle des électrons d'un solide, alors que le potentiel périodique
créé dans un solide par les ions du réseau cristallin, est ici sculpté par la lumière des faisceaux laser. Ce type de matériau artificiel permet d'explorer de nombreuses questions de physique de la matière condensée dans un contexte complètement nouveau. Et ils sont merveilleusement contrôlables. Il suffit de changer la puissance du laser pour changer l'énergie cinétique disponible pour les particules et de changer un champ magnétique pour y faire varier les interactions entre particules, un peu comme si, dans un solide habituel, on pouvait changer à volonté la charge de l'électron. Tout récemment, merveille de l'expérimentation, les techniques d'imagerie de ces systèmes ont atteint la résolution des sites individuels du réseau optique. C'est une photo d'une vraie expérience, et on peut donc observer ce qui se passe pratiquement atome par atome. Ce type d'imagerie permet même de réaliser un film du mouvement des atomes dans le réseau, film que vous voyez ici, il est dû à Marcus Greiner à Harvard. Quel rêve ce serait pour un physicien du solide d'observer ainsi directement le comportement des électrons individuels dans un matériau. J'ai personnellement éprouvé un immense plaisir à m'engager depuis quelques années dans ce nouveau domaine de recherche, sans pour autant abandonner les matériaux plus conventionnels. Je suis extrêmement reconnaissant, en particulier à Christophe Salomon, Jean Dalibard, Alain Aspect, de m'avoir initié à ce domaine, moi qui sais si peu d'optique quantique. Et je suis sûr que si Serge Haroche, à ma grande surprise, m'a un jour appelé pour me parler du Collège de France, ce n'est pas tout à fait sans rapport avec mon intérêt pour cette nouvelle frontière de la physique de la matière condensée. Merci, cher Serge, d'avoir ainsi porté et soutenu de bout en bout ma candidature dans cette maison. Mais revenons à des matériaux plus habituels, ceux de tout à l'heure formés d'ions et d'électrons, et repensons à ces images de microscopie à effet tunnel. Elles nous font sentir de manière intuitive toute la distance qui sépare le monde microscopique du monde macroscopique, de la structure intime des matériaux à l'échelle de l'atome jusqu'à notre échelle. La taille d'un atome, aussi bien que la distance entre atomes, dans un cristal de diamant par exemple, est de l'ordre de quelques angstroms, c'est-à-dire un dixième de millionième de millimètre, soit 10 moins 10 mètres. Comparons cette distance à celle d'un échantillon de dimension, disons, millimétrique. On voit que ce sont 7 ordres de grandeur que nous devons appréhender, de l'angstrom au millimètre. Ces 7 ordres de grandeur se retrouvent d'ailleurs dans toutes les autres quantités mises en jeu, par exemple dans les énergies ou les températures caractéristiques, qui sont de l'ordre de 10 électronvolts à l'échelle de l'atome, et au laboratoire, on va vouloir mesurer des quantités de l'ordre de quelques millikelvins. Certes, ces 7 ordres de grandeur, de distance spatiale ou d'énergie, peuvent sembler modestes aux physiciens des interactions fondamentales ou à l'astrophysicien, par exemple. Mais cela nous conduit néanmoins à un constat qui est quand même assez effrayant. Le volume d'un échantillon macroscopique, disons simplement un grain de sable d'1 millimètre cube, contient un nombre gigantesque d'atomes, de l'ordre de 10 puissance 7 au cube, c'est-à-dire 10 puissance 21. Ainsi, un grain de sable contient-il un nombre d'atomes comparable au nombre estimé des étoiles de tout l'univers observable avec toutes ces galaxies. En considérant ces ordres de grandeur, on mesure mieux que la physique de la matière condensée est véritablement une physique du collectif. Le voyage auquel je vous invitais en introduction va donc de l'échelle atomique, celle du monde microscopique, des hautes énergies, des lois quantiques, jusqu'à l'échelle macroscopique, celle des phénomènes collectifs, émergeant dans un système ayant un nombre considérable de constituants à basse énergie et à grande distance. Ces deux points de vue déterminent à leur tour deux grandes catégories d'approches théoriques. D'une part, celles qui cherchent à décrire directement ces phénomènes collectifs, et d'autre part, celles qui cherchent, en partant de l'échelle de l'atome, à comprendre, voire prédire l'organisation et les propriétés physiques de la matière à l'échelle macroscopique. Ma propre pratique de recherche se situe d'ailleurs souvent au point de rencontre ou de confrontation entre ces deux types d'approches, une position qui n'est pas toujours facile à tenir. Je vais maintenant consacrer quelques temps à chacun de ces types d'approches théoriques. Les premières, qu'on pourrait appeler théorie quantique de basse énergie des phénomènes collectifs, voient le jour à partir du milieu des années 50 et comptent parmi les plus belles pages de la physique théorique. Pour tenter d'en donner une idée en termes simples, je vais utiliser une image. Commençons par considérer le système, par exemple les électrons d'un métal,
dans son état de repos absolu, qu'on peut obtenir en refroidissant le système à 0 degré Kelvin. Imaginons cet état de repos absolu comme une mer, parfaitement calme. L'image n'est pas si fausse, on parle d'ailleurs de mer de Fermi. Plutôt que de chercher à comprendre quantitativement la structure microscopique de cet état, le théoricien des phénomènes collectifs concentre son attention sur ce qui se passe lorsqu'on le perturbe faiblement, par exemple en chauffant un peu le gaz d'électrons. En poursuivant notre description imagée, supposons qu'une brise se mette à souffler sur le calme de cette mer. Une houle s'installe à sa surface, l'état de repos absolu fait place à ce que les physiciens appellent un état excité. Comme pour la houle de mer, cet état excité correspond souvent à une onde de grande longueur d'onde qui se propage dans le gaz d'électrons, une modulation de la densité, une modulation du spin. Ces modes d'excitation font intervenir des déformations sur de très longues distances et impliquent de très nombreuses particules du système. C'est ce qu'on appelle des modes collectifs. Il existe des systèmes dans lesquels ces modes collectifs sont les seuls modes d'excitation de basse énergie, comme ici, ce gaz d'électrons unidimensionnel simulé par une méthode de groupe de normalisation. Parce que ces modes ont une grande longueur d'onde, leur dynamique est décrite par une théorie très simple, qui ne contient plus aucune référence aux échelles microscopiques, plus aucune référence aux atomes. Dans ce cas particulier, cette théorie porte le nom de théorie des liquides de Luttinger. La force et la beauté de ces approches, c'est que la même description théorique est valable pour une très large gamme de matériaux. Un petit changement du matériau ne fera que changer la valeur des quelques paramètres qui interviennent dans cette description. Cette propriété d'universalité des descriptions de basse énergie et de longue distance se retrouve dans de très nombreux domaines de la physique, par exemple dans la théorie des transitions de phase. Vous pourriez penser que l'exemple d'un gaz d'électrons unidimensionnel, que je viens de montrer ici, est une pure abstraction mathématique pour théoriciens. Mais il n'en est rien. Certains matériaux sont effectivement des conducteurs quasi unidimensionnels. En voilà un, par exemple, ce cristal formé de molécules organiques, découvert et synthétisé par le chimiste danois Klaus Bechgaard, et dont Denis Jérôme découvrit la supraconductivité en 1979. La physique des conducteurs unidimensionnels a été et reste un grand champ de recherche du laboratoire de physique des solides d'Orsay, dans lequel se sont illustrés par exemple le très regretté Heinz Schulz ou mon ami Thierry Giamarchi, qui me fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. Thierry Giamarchi et Denis Jérôme ont tous deux joué un rôle considérable dans ma transformation en physicien du solide, et je tiens à leur exprimer ici ma reconnaissance, ainsi qu'à tous mes collègues d'Orsay. Revenons cependant au cas, quand même plus fréquent, d'un gaz d'électrons dans un matériau à 3 dimensions. Dans ce cas, les modes collectifs ne sont pas les seuls modes d'excitation du système, ni peut-être en fait les plus importants. Les excitations de basse énergie correspondent cette fois au déplacement de particules individuelles. Mais loin de se propager de manière indépendante les uns des autres, l'excitation qui correspond à une particule peut être vue comme le déplacement d'une particule habillée d'un nuage d'excitation. La meilleure image qu'on peut utiliser ici, c'est peut-être celle d'une foule compacte dans laquelle un individu chercherait à se déplacer. Pour le faire, il doit se frayer un chemin parmi tous les autres, ce qui le ralentit et provoque des réarrangements locaux de la foule sur la trajectoire de son mouvement. Une telle excitation porte le nom un peu absconce de quasi-particule. Les physiciens théoriciens aiment les termes absconces. Ce terme signale qu'il ne s'agit pas d'une particule élémentaire qui existerait dans le vide, il ne s'agit pas d'un électron, mais d'une entité qui émerge d'un système collectif. Il signale aussi les modifications de ses propriétés par rapport à un électron dans le vide. On sent bien, par exemple, que l'excitation est souvent ralentie ou alourdie par la présence du milieu dans lequel elle se déplace. Là encore, on peut formuler une théorie générale de ces excitations, de quasi-particules, et de leurs interactions, valable à basse énergie. Cette théorie est due au grand physicien soviétique Lev Davidovich Landau. C'est la théorie de Landau des liquides de Fermi, formulée initialement pour décrire l'hélium-3 liquide et qui a vu le jour au milieu des années 50. Elle constitue aujourd'hui le cadre théorique auquel confronter toute observation expérimentale sur un état métallique ou sur un liquide quantique de fermions en interaction. Il y a aussi des systèmes, parmi les plus fascinants qui aient été étudiés en physique de la matière condensée, où ces quasi-particules ne ressemblent en rien à un électron.
et ne sont pas décrites par la théorie de Landau des liquides de Fermi. C'est le cas par exemple des quasi-particules de charge fractionnaire, E sur 3 par exemple, de l'effet Hall quantique. Cela peut aussi être le cas lorsqu'on est proche d'une transition de phase à température nulle, les fameux points critiques quantiques que mes amis Andy Millis et Subir Sachdev ont tellement étudiés. À ce stade, un auditeur qui aurait le goût du concret pourrait interrompre la leçon et demander « S'il te plaît, dessine-moi une quasi-particule » ou même « Montre-moi une quasi-particule ». Il y a encore 20 ans, il aurait été bien difficile de répondre. En effet, la plupart des mesures physiques ne sondent pas individuellement les quasi-particules. Mais là encore, ce sont des développements instrumentaux et expérimentaux qui sont venus bouleverser la donne. La spectroscopie de photoémission résolue en angle, je vous disais que les physiciens aiment les termes compliqués, est l'un de ces développements remarquables. Elle fonctionne sur le principe de l'effet photoélectrique. Elle consiste à bombarder un échantillon avec des photons énergétiques de manière à en extraire des électrons dont on mesure l'énergie et la quantité de mouvement. Dans ces expériences, les excitations de quasi-particules se manifestent par un pic étroit, que vous voyez schématisé ici, dont la forme nous renseigne sur les propriétés de ces quasi-particules. En bas, à gauche de cette image, vous voyez cette fois une vraie expérience. C'est le spectre de photoémission d'un oxyde de cobalt. Vous reconnaissez ici ce pic. On observe que ce pic disparaît au-dessus d'une certaine température, de l'ordre de 200 degrés Kelvin. Au-dessus de cette échelle de cohérence, la durée de vie des quasi-particules devient très courte et ces excitations perdent tout simplement leur sens. La théorie de Landau des liquides de Fermi ne s'applique plus dans ce régime. Ainsi, ces expériences de photoémission nous renseignent non seulement sur les quasi-particules, mais sur le domaine où elles existent et le domaine de validité des descriptions universelles de basse énergie. Pour les énergies ou les températures supérieures à cette échelle, une approche plus microscopique est nécessaire. Dans les matériaux comme cet oxyde de cobalt et beaucoup d'autres dont je m'occupe, la description de ces régimes incohérents devient, à mon avis, une question essentielle pour l'interprétation des observations expérimentales. Je voudrais maintenant aborder le second type d'approche théorique. Nous avons vu celle qui s'intéressait au collectif. Je vais maintenant parler de celle qui cherche à partir de l'échelle microscopique, éventuellement même de l'atome, pour reconstruire les propriétés du matériau à l'échelle macroscopique. Il y a une célèbre phrase de Paul Dirac qui résume merveilleusement le constat qui fonde ce type d'approche. Dans un article de 1929, il écrivait, je traduis librement le début, « La théorie générale de la mécanique quantique est aujourd'hui presque complète. Les lois sous-jacentes, nécessaires à une théorie mathématique d'une grande partie de la physique et de toute la chimie, sont donc entièrement connues. Et la difficulté réside seulement dans le fait que l'application exacte de ces lois conduit à des équations bien trop complexes pour être solubles. » Que veut dire Dirac ? Replaçons-nous dans le contexte historique de la fin des années 20. L'édifice conceptuel de la mécanique quantique est essentiellement achevé à cette époque. Les principes fondamentaux dont doit découler l'ensemble des propriétés physiques d'un atome, d'une molécule même très complexe, même de l'ADN par exemple, ou d'un matériau constitué d'un très grand nombre d'atomes sont parfaitement connus. Le problème peut être formulé de manière bien posée mathématiquement. Il suffit en principe de résoudre l'équation introduite par Schrödinger en 1926, adaptée au cas considéré, pour obtenir la fonction d'onde décrivant le système. Pour un matériau constitué de noyaux atomiques et d'électrons, comme le diamant de tout à l'heure, cette équation d'onde prend la forme suivante. Et rassurez-vous, c'est le seul transparent qui contient une équation. Comme vous le voyez, ce sont les lois de la mécanique quantique, cette équation de Schrödinger, combinées à celle de l'interaction électrostatique, la simple loi de Coulomb, qui remonte au XVIIIe siècle, qui détermine entièrement le comportement du système. Encore une fois, en principe. Arrêtons-nous un instant sur la portée de ce postulat. Ainsi, des phénomènes aussi divers que la structure et les propriétés optiques si différentes de notre diamant et du graphite, le magnétisme, la supraconductivité, le repliement d'une protéine sur elle-même ou la structure en double hélice de l'ADN seraient-elles entièrement codées dans cette unique équation. La phrase de Dirac, citée plus haut, me semble exprimer d'abord la jubilation des acteurs de la révolution quantique qui pensent à ce moment-là avoir ainsi découvert les clés du monde naturel. Encore faut-il pouvoir utiliser cette clé pour en ouvrir les portes.
Et l'information sur tous les phénomènes émergents de cette unique équation y est, à vrai dire, très bien cachée. La fonction d'onde, cet objet ici, d'un matériau macroscopique, dépend de l'ensemble des 10 puissance 23 positions des noyaux et des électrons qui le constituent, et l'équation de Schrödinger est une équation aux dérivées partielles à 10 puissance 23 variables. Sauf dans de très rares cas intégrables, une résolution exacte est absolument hors de portée. Le simple stockage d'une telle fonction d'onde dans une mémoire d'ordinateur constitue un problème insurmontable. Toute la matière disponible dans l'univers ne suffirait pas, loin s'en faut, à fabriquer le nombre de disques durs nécessaires. Je voudrais à ce point m'engager dans une digression sur la question du réductionnisme en sciences. Cette phrase de Dirac est parfois interprétée de manière injuste, à mon avis, comme l'expression d'une vision hiérarchique et un peu arrogante des rapports entre sciences, un peu comme un ensemble de poupées russes dont le cœur serait un petit ensemble de lois fondamentales dont toutes les autres sciences découleraient et constitueraient en somme des applications. En réalité, la plupart des physiciens, et certainement ceux de la matière condensée, sont bien conscients qu'il est très difficile en pratique, pour des systèmes complexes, de prévoir les phénomènes émergents à partir des lois de microscopie. Rien n'indique, par exemple, dans un atome de carbone isolé, que le diamant est transparent ou le graphite est noir. Clairement, les disciplines scientifiques qui s'occupent de phénomènes collectifs doivent développer un appareil conceptuel spécifique de l'échelle des phénomènes considérés. Ce point de vue a été par exemple magnifiquement exposé par Phil Anderson dans un célèbre article dont le titre même « More is different » résume le propos. Ce qui néanmoins divise les physiciens, et parfois de manière très conflictuelle, c'est la possibilité pratique et surtout l'intérêt scientifique même d'un programme de recherche qui se donnerait pour but de surmonter ces difficultés considérables et de progresser dans la compréhension des phénomènes collectifs à partir des premiers principes, les lois de Coulomb et l'équation de Schrödinger. Le débat n'est pas nouveau, et je voudrais à ce sujet citer un savoureux extrait du cours de philosophie positive d'Auguste Comte, qui écrit en 1830, je ne vous lis que le début, « Toute tentative de faire rentrer les questions chimiques dans le domaine des doctrines mathématiques doit être réputée jusqu'ici, et sans doute à jamais, profondément irrationnelle, comme étant antipathique à la nature des phénomènes. » Je vous laisse lire la suite. L'extrême hostilité qu'exprime ce texte envers les approches qui cherchent à partir des lois microscopiques trouve son écho aujourd'hui, par exemple, dans les proclamations d'un Bob Laughlin dans la partie introductive de son discours Nobel. Mais revenons à Dirac. Immédiatement après la phrase que j'ai citée plus haut, il écrivait « Il est donc souhaitable de développer des méthodes d'approximation permettant d'appliquer en pratique la mécanique quantique afin d'expliquer les principales caractéristiques de systèmes atomiques complexes sans trop de calcul. » Cette phrase, bien moins fréquemment citée, est véritablement programmatique. Elle énonce clairement l'intérêt d'une approche microscopique et, soulignons-le, sa valeur explicative potentielle. Le chemin qu'entrevoit Dirac, et il n'a pas tort, consiste à développer des approximations rendant le problème accessible. Mais Dirac, aussi génial qu'il fut, est néanmoins, comme chacun d'entre nous, un homme ou une femme de son temps. La chute de la phrase est à cet égard remarquable. Ce que veut dire aujourd'hui « without too much computation » est bien différent du sens que lui donnait Dirac. Entre-temps, une révolution a eu lieu, c'est celle de l'ordinateur. L'émergence d'une physique numérique, comme plus généralement de la simulation numérique dans d'autres domaines scientifiques, est à mon avis un tournant dans l'histoire des sciences. On pourrait en situer l'acte de naissance dans ce très célèbre article publié en 1953, article cité près de 12 000 fois dans la littérature à la date où je vous parle. Je ne résiste pas au plaisir d'en citer la première phrase, je traduis. Cet article a pour objet la description d'une méthode générale adaptée aux calculateurs électroniques rapides, vous admirez le style, pour le calcul des propriétés de toute substance composée de molécules interagissant entre elles. Oserait-on aujourd'hui commencer un article avec autant de bravoure ? Bel optimisme qui fait écho aux sombres propos d'Auguste Comte. L'article de Metropolis et collaborateurs, incidemment un des seuls articles en physique signés par deux couples que je connaisse,
Donc cet article introduit l'usage en physique de la méthode d'échantillonnage de Monte-Carlo. Cette méthode se généralise au cas d'un système quantique en suivant une idée de Richard Feynman, introduite dans un article qui, justement, jette les bases d'une théorie microscopique de la suprafluidité. J'observerai au passage que Feynman portait un grand intérêt à la naissance de la physique numérique. Plus de 50 ans après, où en est-on ? La croissance exponentielle de la puissance des ordinateurs, selon la loi empirique de Moore, combinée, ce qui est essentiel, à l'invention de nouveaux algorithmes, permet la simulation numérique de systèmes classiques ou quantiques comportant un nombre impressionnant de particules. Tout au moins est-ce le cas pour des particules obéissant à la statistique de Bose-Einstein. Pour illustrer ce qui est possible aujourd'hui, je montre ici des résultats qui sont ceux d'un travail récent qui compare en détail les résultats expérimentaux sur des atomes ultra-froids, que nous avons tout à l'heure, aux résultats de simulation numérique. Plus précisément, ce sont les distributions ici, après tant de vols de ces atomes, qui sont comparées entre la théorie et l'expérience, et vous voyez que l'accord est excellent. Un gaz de 300 000 bosons a pu être traité par la simulation dans ce cas. Mais revenons au cas des électrons dans un solide. Cette fois, il ne s'agit pas de bosons, il s'agit de fermions, qui sont des particules qui obéissent à des règles statistiques tout à fait différentes. Et il faut bien le reconnaître, dans ce cas-là, les approches numériques directes restent en l'état actuel des choses difficiles à mettre en œuvre. Il y a au moins deux raisons à cela, d'un point de vue algorithmique. D'une part, la taille gigantesque de l'espace des configurations du système, en termes techniques de l'espace de Hilbert, qui croît exponentiellement avec le nombre de particules en présence. Ça serait vrai également pour des bosons. La loi de Moore est ainsi battue en brèche par une autre exponentielle. D'autre part, si on aborde ce problème avec des simulations de type Monte-Carlo quantique, on est confronté à une difficulté technique mais redoutable. Le signe des amplitudes qu'on doit sommer n'est pas toujours positif, à la différence du cas bosonique. À basse température, ce problème dit du signe moins fermionique rend la simulation impossible, tout au moins dans l'état actuel de notre ingéniosité algorithmique et de la technologie des ordinateurs. Il existe néanmoins une situation où le calcul devient possible. C'est lorsque les électrons peuvent être traités indépendamment les uns des autres. En effet, c'est le terme d'interaction de Coulomb entre électrons qui rend le problème difficile, en nous forçant à considérer une fonction d'onde dépendant de toutes les positions des particules. Si on peut négliger ces interactions, le problème devient bien plus simple. Il suffit de résoudre une équation de Schrödinger pour la fonction d'onde de chaque électron qui ne dépend que d'une seule position. Bien entendu, cela n'avait pas échappé aux théoriciens des années 30, et c'est à cette époque que Félix Bloch et d'autres comprennent comment les états d'énergie électronique s'organisent dans un cristal parfaitement périodique. Les orbitales atomiques d'atomes voisins se recouvrent entre elles, ce qui permet le passage des électrons d'un atome à l'autre par effet tunnel, ce que vous voyez imagé sur la petite simulation, la petite animation qui est là. Un état délocalisé, qu'on appelle une onde de Bloch, se forme ainsi. Ce processus élargit les niveaux d'énergie atomique individuels. On obtient des plages d'énergie étendues, qui sont représentées ici, ou bandes d'énergie, qui sont séparées entre elles par des bandes interdites, comme celle-ci ici. Cette organisation en bandes d'énergie explique la différence entre un état métallique et un état isolant. Le diamant est transparent et isolant, car les électrons occupent entièrement cette bande permise et ils sont bloqués par l'absence d'énergie d'excitation accessible. Ils ne peuvent donc être excités par un photon du spectre visible qui traverse le cristal sans être absorbé. Le diamant est transparent. J'ai cependant passé sous silence une difficulté essentielle. Il n'est pas question en pratique de négliger entièrement les interactions entre électrons. C'est une approximation véritablement désastreuse. Comment donc concilier la commodité des électrons indépendants avec cette exigence ? C'est la théorie de la fonctionnelle de densité qui constitue le cadre actuel, qui apporte une réponse à cette question, qui est aussi la base de la plupart des calculs modernes de structure électronique des matériaux. Les fondements de cette théorie ont été posés par son maître d'œuvre, Walter Kohn, dans deux articles élaborés en 63 et 65 avec Pierre Hodberg et Lou Cham, et d'ailleurs initiés lors d'un séjour sabbatique non loin d'ici à l'école normale. Cette théorie est en fait l'aboutissement d'une assez longue tradition de pensée qui cherche à prendre en compte les effets des interactions entre électrons par l'intermédiaire d'un potentiel effectif qui vient s'ajouter au potentiel créé par lésion du cristal. La force de la théorie de Kohn, c'est que ce potentiel effectif n'est pas conçu comme une approximation du problème, mais comme une représentation exacte
de la densité de charge en un point donné du solide. Cependant, cette approche, en principe exacte, nécessite néanmoins des approximations parce que la relation entre ce potentiel et la densité de charge n'est pas connue. La plus simple de ces approximations, dite de densité locale, est celle qui est couramment utilisée actuellement dans le domaine de la structure électronique des solides, et cadre dans laquelle, avec cette approximation, la simulation numérique devient possible. Le calcul des bandes d'énergie du diamant que vous voyez ici a été obtenu par de telles méthodes. Les succès de ces approches sont impressionnants. Ils ont valu à Walter Kohn l'attribution du prix Nobel de chimie en 1998. On peut par exemple, pour de très nombreux matériaux, calculer numériquement la valeur des paramètres de maille cristalline à l'équilibre avec une précision qui est en général de l'ordre de 1%. Pour illustrer la puissance de ces calculs de structure électronique moderne, j'ai choisi cette animation qui concerne le calcul de l'énergie d'activation pour un des processus contribuant à la catalyse du monoxyde de carbone par une surface d'oxyde de ruthénium. Le monoxyde de carbone, qui est greffé sur cette surface, capture un des oxygènes de l'oxyde de ruthénium, c'est ce que vous voyez ici, et quitte la surface. Ces simulations ont été effectuées dans l'équipe de Matthias Scheffler au Fritz Haber Institut à Berlin. Si j'ai consacré autant de temps à parler de simulation et de l'émergence d'une physique numérique, c'est parce que je crois profondément à la valeur scientifique de ce type d'approche. Je le dis d'autant plus librement que je ne suis pas moi-même un numéricien expert. Je voudrais rendre hommage ici à Werner Kraut, qui m'a le premier initié à la simulation numérique dans les années 90 à l'école normale, et à Olivier Parcollet pour tout ce qu'il m'apprend et apporte à notre équipe dans ce domaine. La simulation numérique, c'est un merveilleux outil pour aider à penser et à progresser dans la compréhension d'un système physique, dans un aller-retour permanent avec d'autres approches. Il faut bien dire que pendant des années, il y a eu un certain scepticisme sur l'apport de la simulation numérique en physique, particulièrement en France. Cette situation a fort heureusement beaucoup changé aujourd'hui. Je pense que dans le futur, on aura du mal à comprendre pourquoi l'idée que l'ordinateur donne accès à une nouvelle manière de faire de la science a mis si longtemps à être acceptée. Finalement, on voit que l'édifice théorique permettant de comprendre de très nombreux matériaux repose sur deux solides piliers. Le premier, c'est la description des états électroniques en termes de bandes d'énergie, que nous venons de voir. Le second, c'est la théorie de Landau des liquides de Fermi et la notion de quasi-particules, cher à Philippe. Ces deux paradigmes définissent une sorte de modèle standard de la théorie quantique des solides. On remarquera que, bien que différents dans leur logique, ils ont un point commun. Le matériau est décrit comme une sorte de gaz d'excitation, vu comme des ondes de Bloch ou quasi-particules de Landau. On notera que les atomes, qui forment pourtant l'ossature même du solide, ont un peu disparu de ces descriptions. Je vais maintenant aborder, dans la dernière partie de cette leçon, le domaine dans lequel se situent plus particulièrement mes propres recherches. Il s'agit précisément de la physique des matériaux pour lesquels une description d'électrons indépendants se révèle inadaptée ou tout à fait inapplicable. Au point que pour ces matériaux-là, le bel édifice du modèle standard dont je parlais à l'instant tremble sur ses bases. Comme on l'a vu, ce sont les interactions entre électrons qui sont source de difficultés théoriques. Ce sont aussi elles qui sont responsables de phénomènes physiques originaux et importants. Certains de ces phénomènes nous sont très familiers, le magnétisme, celui du fer, par exemple. Mais dans d'autres matériaux, les interactions ont des effets encore plus spectaculaires et sont plus difficiles à faire entrer dans le cadre du modèle standard. Ainsi, dès 1937, Debourg et Vervet avaient fait remarquer que l'oxyde de nickel, NiO, est un isolant, alors que la bande issue de la couche atomique 3D du nickel n'est que partiellement remplie. Dans un commentaire célèbre sur cet article, Neville Mott et Rudolf Pyers suggèrent que ce sont les interactions de Coulomb entre électrons qui sont responsables du caractère isolant de ce matériau. Une description d'électrons indépendants en termes de bande d'énergie, le modèle standard, conduirait à un état métallique en contradiction avec l'observation. Qu'est-ce que le phénomène de Mott ?
C'est d'abord le blocage du mouvement des charges, que vous voyez symbolisé dans cette animation, par la répulsion de Coulomb. Les électrons voudraient sauter, mais ils ne le peuvent pas. Une image simple permet de le comprendre. Imaginons que vous soyez à l'intérieur d'un wagon du métro parisien aux heures de pointe. Se déplacer à l'intérieur du wagon est difficile, de même qu'ajouter un voyageur supplémentaire. Tout cela parce qu'il n'est pas question de placer les voyageurs les uns sur les autres. Les règles de la vie en société jouent ici le rôle de l'interaction répulsive de Coulomb. Le système est ainsi incompressible, on ne peut pas rajouter une particule. Un isolant de Mott, c'est donc en fait l'isolant le plus simple qui soit, bien plus facile à expliquer en termes intuitifs que l'isolant de bande. Il faut insister sur le fait, souvent mal apprécié et parfois même contesté, que la mise en ordre des spins, le magnétisme, qui est souvent observé en pratique, joue en fait un rôle secondaire dans le phénomène de Mott. C'est bien le blocage des degrés de liberté de position qui pilote ce phénomène. On voit que dans un tel système, que ce soit le wagon de métro ou un oxyde, le mouvement de chaque électron est fortement corrélé à celui des autres, d'où le terme un peu barbare de matériaux à électrons fortement corrélés. L'oxyde de nickel n'est en fait qu'un exemple parmi de très nombreux matériaux de ce type. De nombreux oxydes de métaux de transition, mais aussi des matériaux organiques, sont des isolants de Mott. La localisation par les interactions joue aussi un rôle essentiel dans les couches 4F des composés de terres rares ou les couches 5F des actinides. De plus, l'introduction de porteurs de charge par dopage d'un isolant de Mott conduit toujours à un état métallique original. La compétition entre tendance à la localisation et tendance à la délocalisation, qui est due à l'effet tunnel, induit des instabilités qui peuvent être variées et originales, comme la formation d'états inhomogènes, le magnétisme ou la supraconductivité. La transition entre un état itinérant et un état isolant de Mott a aussi été récemment observée dans ces systèmes d'atomes froids, dont je parlais tout à l'heure, aussi bien bosoniques que maintenant fermioniques, ce qui a largement contribué à établir une passerelle entre ce domaine et celui de la physique de la matière condensée. Comme on l'a vu, nombre de ces matériaux à forte corrélation électronique, les oxydes par exemple, sont connus depuis très longtemps, même s'ils sont restés très longtemps et restent encore, dans une large mesure, mal compris. Qu'est-ce qui fait donc le regain d'intérêt actuel pour ce domaine ? Le déclencheur, c'est incontestablement la découverte, on peut même parler dans ce cas d'une révolution, des oxydes de cuivre supraconducteurs à haute température critique, découverte par Bednorz et Müller en 1986, qui leur valut le prix Nobel de physique dès l'année suivante. J'ai déjà mentionné ce phénomène spectaculaire qu'est la supraconductivité plus tôt dans l'exposé. En dessous d'une certaine température critique, qu'on appelle TC, la résistivité de certains métaux s'annule parfaitement, de sorte qu'un courant électrique peut y circuler sans aucune dissipation. Les métaux dans lesquels ce phénomène se produit ne sont pas rares, mais les températures critiques sont généralement très basses, 4 degrés au-dessus du zéro absolu dans le mercure, date de la découverte du phénomène en 1911. Sur ce graphe, ici, vous voyez la température critique, ce TC, de différents matériaux en fonction de l'année de leur découverte. Comme vous le constatez, jusqu'en 1986, il n'y a guère de matériaux qui dépassent une vingtaine de degrés Kelvin. En 1986, la découverte de Bednorz et Müller de la supraconductivité à 30 Kelvin dans un oxyde lantane, barium, cuivre, oxygène fait donc l'effet d'une véritable bombe. Et ce d'autant plus qu'en quelques mois seulement, d'autres matériaux sont découverts avec des températures bien plus élevées, IBAQO par exemple, avec une température critique de 90 degrés Kelvin, et le record est actuellement de 136 degrés Kelvin et même 164 sous pression. Outre la valeur de la température critique elle-même, pourquoi cette découverte est-elle si surprenante ? Principalement parce que la supraconductivité apparaît là où, selon les conceptions largement partagées à cette époque, on s'y attendait le moins. Ces oxydes de cuivre sont en effet, en l'absence de porteurs de charge introduits par dopage, des isolants de Mott et non des métaux, comme on le voit sur ce diagramme, qui représente les états physiques de ces matériaux en fonction de la température et de la concentration en électrons introduits ou retirés du système. En l'absence de dopage, c'est-à-dire ici, ces matériaux sont magnétiques et sont des isolants de Mott,
étant en général considéré comme faisant mauvais ménage avec la supraconductivité. C'est l'introduction de porteurs de charge qui les rend supraconducteurs, et qui les rend d'abord métalliques, mais sous une forme de métal très inhabituelle. Il ne saurait être question de résumer ici près de 25 ans de recherche acharnée sur la supraconductivité à haute température critique, recherches dont on estime qu'elles ont donné lieu à plus de 100 000 publications. J'aborderai dans le cours de cette année quelques points parmi les plus significatifs, et je consacrerai certainement un cours détaillé, et probablement plusieurs, à ce sujet, dans un proche futur. Je veux juste me contenter de signaler ici deux grandes questions qui sont encore largement ouvertes. La première, c'est la nature précise du mécanisme responsable de l'appariement des électrons dans ces matériaux. Et la seconde, c'est la nature mystérieuse de cet état métallique au-dessus de la température critique, particulièrement pour les matériaux faiblement dopés en porteurs de type trou. Cet état métallique mystérieux est caractérisé, plus précisément, par la destruction sélective des quasi-particules à la Landau pour certaines valeurs du vecteur d'onde. Ici, vous voyez qu'il existe un pic, mais là, il n'en existe pas. Et par un déficit d'état excité de basse énergie dans cette zone. Ce déficit, qui est appelé en termes techniques pseudo-gap, se manifeste dans nombre de quantités physiques. Il a été mis en évidence dès 1989 dans les expériences de résonance magnétique nucléaire menées par Henri Alloul et Philippe Mendels à Orsay. Ces observations sont communes à tous les matériaux de cette famille et ont donc une portée universelle. Elles soulèvent des questions tout à fait fondamentales qui touchent au fondement même de la théorie quantique des métaux. Profondément, à mon avis, c'est la dichotomie entre hautes et basses énergies qui est ici remise en cause. Dans les cuprates, et plus généralement dans beaucoup de matériaux fortement corrélés, on observe des changements de comportement graduels qui impliquent une large plage d'échelles d'énergie et de température. Il est essentiel, à mon avis, de forger des outils théoriques capables de couvrir cette large plage d'échelles d'énergie et de jeter un pont entre l'échelle atomique locale et l'échelle macroscopique collective. Ainsi, la disparition sélective des quasi-particules nous force à reconsidérer la nature des excitations d'un métal corrélé et probablement à penser à la fois en termes d'ondes, comme dans le modèle standard, dans l'espace réciproque, et de particules dans l'espace réel. La découverte des oxydes de cuivre supraconducteurs, comme vous le voyez, a donc ouvert une véritable boîte de Pandore. Au cours des 25 dernières années, on a assisté à un développement considérable des recherches sur les matériaux à forte corrélation électronique, dont on se rend compte à quel point les propriétés sont originales et aussi à quel point on les comprend mal. La chimie des solides nourrit ce domaine de découvertes qui se succèdent, comme les oxydes de manganèse ou les oxydes de cobalt à fort pouvoir thermoélectrique. Nous avons la chance d'avoir en France une communauté de chercheuses et chercheurs de grand talent dans ce domaine. Plusieurs des expériences décisives les plus récentes sur les cuprates ont par exemple été menées à Saclay, à l'ESPCI, à Paris 7 ou encore à Toulouse. À tous les acteurs de cette communauté, je voudrais dire ceci: considérez cette chaire comme votre maison. La recherche de nouveaux supraconducteurs d'intérêt pratique connaît également dans la foulée des cuprates un nouvel élan avec la découverte d'autres matériaux supraconducteurs et celle toute récente, en 2008, de la nouvelle famille de composés à base de fer avec des températures critiques de l'ordre de 55 degrés. En ce qui me concerne, c'est en 1989, il y a exactement 20 ans, que débute mon voyage dans ce monde des matériaux à forte corrélation électronique. C'est pour m'initier à ce domaine de recherche que je pars à Princeton, dans le groupe de Philip Anderson, un immense théoricien du domaine. À Princeton, je me convainc très vite que ces matériaux nécessitent l'élaboration de nouvelles méthodes théoriques permettant d'effectuer des calculs quantitatifs comparables à l'expérience. Ce n'est pas, loin s'en faut d'ailleurs, le point de vue dominant à l'époque, particulièrement aux États-Unis, où la mode est plutôt à la recherche de l'inspiration décisive de l'idée brillante. Mon séjour à Princeton, dans un relatif isolement, est cependant illuminé par une rencontre décisive, celle de Gabriel Kotliar, alors jeune professeur, tout récemment arrivé à l'université voisine de Rutgers. Sans doute parce que nous avons des formations intellectuelles similaires, venues tous deux de la théorie des champs et de la physique statistique, nous partageons cette croyance dans la vertu des méthodes et dans la nécessité d'en forger de nouvelles. Ensemble, nous nous lançons dans une aventure dont nous continuons de vivre aujourd'hui les rebondissements
l'élaboration de la théorie de champ moyen dynamique des systèmes quantiques à forte corrélation. Je vais très très brièvement décrire cette théorie, mais je voudrais d'abord exprimer à Gabriel Kotlyar, qui me fait l'amitié de sa présence ici aujourd'hui, la reconnaissance que j'éprouve pour tout ce qu'il m'a appris et pour sa manière inimitable d'aller aux questions essentielles, de les attaquer sans avoir peur de rien. Cette influence, plus largement l'expérience extraordinairement stimulante de la recherche aux États-Unis, m'ont convaincu que la bonne science se fait avec la mentalité de l'émigrant plutôt que celle de l'héritier. On peut dire que la théorie de champ moyen dynamique remet les atomes au cœur de la description du matériau, plutôt que d'adopter d'emblée une description comme un gaz d'électrons. On voit bien que dans cette perspective, le défi, ça sera de réussir néanmoins à décrire l'émergence d'excitations de type quasi-particules ayant un caractère d'onde. L'idée clé de cette théorie, c'est de se représenter un matériau avec tous ses atomes formant un réseau cristallin comme un atome unique couplé à un milieu ou environnement effectif avec lequel cet atome peut échanger des électrons. Ce milieu effectif représente le reste du matériau dans lequel cet atome est immergé et doit donc être choisi de manière autocohérente. Je vous passe les équations qui décrivent cette construction. Elle devient d'ailleurs exacte dans la limite formelle d'un réseau où chaque atome serait connecté à beaucoup de voisins, et c'est un article de 89 de Metzner et Vollard qui a introduit et montré l'intérêt de cette limite pour les modèles d'électrons corrélés, travail qui a bien entendu servi de socle aux recherches que Kotlyar et moi-même avons menées à Princeton et Rutgers en 90-91. À ce stade de l'exposé, je voudrais souligner que cette construction se place dans la grande famille des idées de champ moyen, à mon avis si féconde pour l'ensemble de la physique et de bien d'autres sciences. Ces idées ont toutes pour matrice la théorie du champ moléculaire du ferromagnétisme élaborée par Weiss en 1907. Disposer d'un bon champ moyen est la première étape indispensable face à un nouveau phénomène physique. On l'a bien vu dans la remarquable construction de la théorie du champ moyen des verres de spin, par exemple. La théorie du champ moyen dynamique, c'est une généralisation directe du concept de champ moyen classique au cas d'un système quantique, mais avec deux différences importantes. Le problème local, c'est un atome, donc un système en interaction et non pas un système libre. Et l'amplitude qui couple cet atome à son environnement, qui est la généralisation quantique du champ de Weiss, est une fonction de l'énergie. C'est cette dépendance en énergie qui permet de décrire les fluctuations quantiques locales. Parce que l'atome est au centre de cette théorie, décrire la localisation de Mott n'est pas un problème, puisqu'en première approximation, un isolant de Mott, c'est simplement un ensemble d'atomes indépendants. Mais grâce au couplage de l'environnement autocohérent, les électrons peuvent se délocaliser hors de leur orbitale atomique, et ce couplage permet la description des quasi-particules délocalisées lorsqu'elles peuvent se former. On retrouve à basse énergie la théorie de Landau des liquides de Fermi, et à haute énergie et à courte distance, la physique atomique, orbitale et multiplet électronique corrélée. Ainsi, la théorie de champ moyen dynamique constitue-t-elle une tentative pour faire se rejoindre deux mondes et deux descriptions, de l'échelle microscopique des atomes à l'échelle macroscopique des phénomènes collectifs. L'un des exemples qui illustre le mieux cette réunification, c'est la description théorique de la transition de Mott qui résulte de l'approche du champ moyen dynamique. On voit sur cette figure l'évolution de la densité des états électroniques lorsqu'on augmente la force des interactions entre électrons, qui révèle clairement les excitations de quasi-particules à basse énergie et les excitations de type excitation atomique à haute énergie. Vers le milieu des années 90, cette théorie de champ moyen dynamique connaît une nouvelle avancée qui réunit aussi deux familles de théoriciens dans un effort commun. Elle est en effet combinée avec des méthodes de calcul de structure électronique dans un cadre qui généralise celui de la fonctionnelle de densité de Walter Kohn. Des calculs réalistes pour de nombreux matériaux à électrons fortement corrélés deviennent ainsi possibles. Pour illustrer ce succès, juste deux exemples, comparés ici aux résultats expérimentaux. À gauche, le calcul du spectre de photoémission d'un oxyde de vanadium et la prédiction faite par le groupe de Rutgers du spectre de phonons de la phase delta du plutonium, phase qui, dans les méthodes standards de structure électronique, conduit à des erreurs gigantesques sur le volume d'équilibre de l'ordre de 30%. Ayant refermé la boucle entre l'échelle de l'atome et celle d'un matériau macroscopique, nous arrivons, vous le pressentez, à la fin de ce voyage.
Pierre Bourdieu, dans sa leçon sur la leçon, prononcée ici même, écrivait cette phrase superbe. On fait de la science contre sa formation autant qu'avec sa formation. Je suis moi-même, je pense, à un bon cas avec lequel Bourdieu aurait pu étayer son propos. Formé en physicien théoricien à l'école de la théorie des champs et des phénomènes universels, il m'a fallu apprendre de quoi sont faits les matériaux, et j'ai trouvé de la beauté et de l'intérêt à la diversité de leur composition chimique et de leurs propriétés physiques. Contre sa formation veut donc dire dans un effort de transformation de soi-même, d'affranchissement des savoirs acquis pour en aborder et en forger d'autres. Mais contre sa formation ne veut pas dire en oubliant ce que l'on doit à celles et à ceux qui nous ont formés. Et je tiens à remercier certains aujourd'hui, brièvement. J'ai eu en classe préparatoire un professeur de physique exceptionnel, M. Jacques Boutigny, qui a joué un rôle essentiel dans mon envie de faire de la physique mon métier, et je lui en suis profondément reconnaissant. Sa disparition toute récente, au moment même où je lui envoyais une invitation à cette leçon, m'a beaucoup ému, et je voudrais lui dédier cette leçon. Pour ce qui est du peu que je sache de sciences plus sociales et plus humaines que la physique, il y a eu la rencontre de Sandrine Cotte, historienne genevoise. Il y a aussi dans ma scolarité à l'école polytechnique, puis mes premiers pas en recherche à l'école normale, la bienveillante attention de Jean-Louis Badevant, Édouard Brézin, Jean Iliopoulos, Claude Bouchiat, Alain Conté. Et le trio de jeunes doctorants, les électrons libres, dont Pierre Corvol parlait tout à l'heure, Jean-Philippe Bouchot et Pierre Ledoussal à l'école normale, dans une liberté merveilleuse et rétrospectivement un peu effrayante. Je m'arrête ici en priant tous ceux que je n'ai pas cités et qui toutes et tous ont été importants de comprendre que le temps ici m'est compté. Je voudrais néanmoins remercier très chaleureusement pour leur talent et leur qualité humaine mes collaboratrices et collaborateurs actuels, Zilke Biermann, Corinna Collat, Olivier Parcollet et tous les post-doctorants et doctorants de notre équipe avec qui faire de la science est chaque jour une expérience stimulante et agréable. Pour terminer, je voudrais rêver à quelques-uns des grands défis de ce domaine. L'élaboration de matériaux nouveaux et leur structuration continuera de nous surprendre, c'est certain. On peut rêver à de bien meilleurs thermoélectriques, par exemple. Pourquoi pas à de nouveaux supraconducteurs qui déclencheraient pour de bon la révolution technologique quelquefois annoncée. Pour mieux comprendre, il faut mieux voir. On peut rêver à une véritable imagerie des mouvements individuels des électrons dans un solide. On a vu que du côté des atomes froids, c'est déjà presque une réalité. De grands mystères fondamentaux restent à étudier, à élucider. Gageons que ceux des supraconducteurs à haute température ne tiendront pas encore trop longtemps. On peut bien sûr aussi rêver à une avancée décisive sur le fameux problème du signe moins fermionique dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, les algorithmes et la puissance des ordinateurs progresseront et la physique numérique n'a pas fini de nous apprendre des choses. Le cadre conceptuel général existe en fait pour le passage du microscopique au macroscopique de matière contrôlée. C'est le groupe d'Hors normalisation. Sans doute une des idées les plus importantes en physique théorique. Dans les systèmes unidimensionnels, cette méthode peut être mise en œuvre numériquement de manière quantitative et on peut rêver à une grande réconciliation des approches microscopiques et macroscopiques grâce à une généralisation de ces approches pour des systèmes plus réalistes. On peut rêver aussi au jour, qui est presque déjà une réalité, mais de manière limitée, où l'on pourra utiliser la simulation pour guider la recherche de nouveaux matériaux en fonction d'une fonctionnalité recherchée. Enfin, de nouvelles frontières s'ouvrent, donnant accès à de nouveaux territoires passionnants. J'ai déjà mentionné comment on fait désormais de la physique de la matière condensée avec des atomes ultra-froids. Je suis convaincu que des développements surprenants et spectaculaires sont à attendre de ce côté-là. Comme vous le voyez, les mots-clés qui résument ces défis, chacun à leur tour, seraient fabriquer, voir, comprendre, découvrir et être souvent surpris, mais parfois prédire, et toujours rêver, sans doute les mots-clés de toute recherche scientifique. Je vous remercie de votre attention.